Ne soyez jamais le petit poisson dans la petite mare pour votre presta. Concrètement, une offre, c'est quoi ? Il y a 3 types d'offres majoritaires. Ton persona, c'est pas juste les cadres de 28 à 45 ans qui sont CSP+, qui ont 2 enfants, etc. Comment, à ce moment-là, tu fixes ton prix ? Et en prenant mon accompagnement, elle prenait pas un risque financier, mais c'était un gros investissement pour elle. Et 3 mois d'accompagnement et genre vraiment pas de résultat. Genre on n'arrive pas à vendre l'offre. Comment tu fais en sorte que ton offre elle soit vraiment différenciante ? Le parcours d'indé et le parcours d'entrepreneur en général n'est fait que de toute façon, t'essayes, tu te plantes, t'as compris que des fois tu fais l'erreur 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à un moment tu fais c'est plus possible, enfin non. Salut à tous et bienvenue dans Au plus haut podcast, le podcast où on vous partage les secrets pour devenir un indépendant performant sans négliger son mental. Aujourd'hui, on va parler grosse marketing, création d'offres. Mais avant de vous présenter notre invité iconique, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est grâce à vous si ce podcast existe. Et nous, on s'engage avec Tanguy à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours aussi inspirants et experts sur leur sujet. Alors, c'est la référence grosse marketing. Elle a généré plus de 10 millions de leads pour la première entreprise pour laquelle elle a bossé. Elle a accompagné plus de 90 indépendants et entreprises et enseigné à plus de 700 étudiants les meilleures méthodes finalement. Après 7 ans en start-up, des campagnes ads ultra rentables et des systèmes d'automatisation bien rodés, elle a créé la grosse méthode, un accompagnement pour aider les indépendants à faire plus de chiffres sans travailler plus, en s'appuyant sur les bons leviers. Alors, si tu veux apprendre à créer une offre claire, rentable et irrésistible, écoute, reste bien jusqu'au bout parce que ça va être iconique et tu vas adorer son approche à la fois pédago, concrète et sans langue de bois, du Dorothée à fond. Et voilà, et donc pas besoin de prendre des notes, tu auras aussi un récap à la fin de la vidéo où tu retrouveras tout ce que Dorothée a dit. Alors, la première question, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire finalement du marketing ? C'est un hasard complet que je sois arrivée dans le marketing. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une erreur administrative de la part du gouvernement canadien. Long story short, moi je viens d'une famille de biologistes, médecins, pharmaciens, donc on était très tournés médecine. Et moi, grosse rebelle à l'époque, je voulais faire du théâtre. On m'a dit c'est pas ok les études de saltimbanque. J'ai dit c'est pas ok médecine non plus. Du coup, la seule voie royale à ce moment-là, j'étais une très bonne élève, c'était ok, va faire une prépa, va faire une école de commerce, tu te découvriras. Et en école de commerce, je suis arrivée, je savais pas ce que je devais faire, ce que je voulais faire, donc j'ai fait plein de stages un peu. Du commerce, du RH, et j'étais partie pour faire un stage de RH au Canada dans une grosse boîte. Trop contente. Et le 2 janvier, je reçois un refus de visa. Oh merde. Je devais démarrer le 4 janvier. Aïe, aïe, aïe. Et là, du coup, branle-bas de combat, je suis là, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Donc j'appelle l'entreprise, je leur dis, en fait, les gars, je ne suis pas là dans 2 jours. Ils étaient pas contents. Et je suis obligée de trouver un stage, sauf que on est début janvier. En fait, tous les bons stages, les bons stages sont pris. Il y a plus de grosses boîtes. Et je tombe par hasard sur une offre d'une start-up dans le vin. Et je m'étais toujours dit, oh, le vin, c'est cool, j'aime bien ça. Avec mon grand-père, on avait une petite. Il m'entraînait à reconnaître les vins, les machins. Je me disais, let's go, on me demandait de faire la newsletter, c'était sympa. Et en fait, je suis tombée en amour du digital à ce moment-là. C'est-à-dire que ce stage-là, ça a été une révélation. J'étais à ce moment-là un peu un assistant fourre-tout digital. Je faisais la newsletter, le blog, on créait des offres. J'étais aussi à la logistique. Enfin, globalement, là où il y avait besoin de moi, service client. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois où ça va assez vite, où je suis passionnée, où je sens que j'ai une vraie plus-value et que je peux aller plus loin. Et donc après, j'ai complètement changé. Je suis partie d'abord dans des gros groupes, puis dans des startups, dans le digital, avec cette idée de ce que je veux, c'est comprendre. Et c'était vraiment à partir du moment où j'ai intégré cette startup, c'était mais comment est-ce qu'on fait pour rendre un truc rentable, désirable, que les gens s'arrachent les produits, ce qu'on vend, comment on crée les systèmes, comment on se rend désirable aux yeux des clients. Et en fait, tout mon parcours n'a été mené que de ça. J'ai fait 7 ans en start-up dans une toute petite boîte où on est arrivé, on était une toute petite boîte et en fait on a vécu de l'hypercroissance, on a été racheté par PSA, c'était dans l'automobile. Je suis arrivée, on était 5-6 dans l'équipe marketing, il y a 4 gens qui sont partis, on a dû tout reconstruire le département avec le directeur marketing, j'ai eu la chance de pouvoir toucher très vite à beaucoup de leviers. Ensuite, d'être dans une autre boîte où là, qui était une start-up, mais achetée par Carrefour, on a eu jusqu'à 1 million d'euros à gérer par mois. Et en fait, le marketing, ça a été cette histoire de, à chaque fois que j'en apprends, j'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Et quand ça s'est arrêté il y a 3 ans, 4 ans bientôt,
Ça s'est arrêté, j'ai eu une rupture co et ça a été un moment perso un peu difficile. En fait, c'est pareil, j'avais fait 7 ans de B2C, j'ai réenchaîné en disant, en fait, ok, le B2C c'était bien, mais maintenant je veux comprendre le B2B, donc je suis allée me former. Et donc le marketing à la base, c'est une erreur et aujourd'hui, c'est une obsession. Et vraiment, je pense que je serais contente le jour où j'aurais un peu trouvé cette espèce de formule magique ultime qui n'existe pas. Hein. Donc je sais que je m'engage dans une quête perdue, mais en fait, comment on fait pour bien gagner sa vie en s'éclatant, en créant un système rentable qui soit en même temps respectueux sans utiliser des techniques de filou et de requin et manipuler les gens. Et je suis allée beaucoup plus loin que la question. Sachez que ça va se passer à chaque fois. C'est très bien. Et après, quand tu t'es lancé, comment tu as commencé ton activité entrepreneuriale ? Du coup, c'était un hasard que je démarre. Parce qu'effectivement. Ta vie est pleine de hasards. Ouais, mais de toute façon, ma vie n'est qu'une succession d'opportunités saisies à la suite d'événements improbables. Génial, ça. Et je pense qu'à un moment, il y a un jour où ça fera une boucle. Et genre, je serai là. Ah, au début, c'était là que je voulais être. Ok. Tu vas finir sur les planches de théâtre à Paris. Oh, c'est clairement dans le plan. C'est clairement dans la visée, dans le vision. Il est là, quoi. Et en fait, quand c'est arrivé, ça a été une rupture co qui est un peu arrivée comme un cheveu au milieu de la soupe. Je l'ai pas du tout vu venir. Si j'avais été plus maligne et plus alerte à l'époque, je pense que ça faisait 6 mois en fait qu'ils voulaient me débarquer de la boîte et moi, tout allait bien. Vraiment, je ne voyais pas le problème. Et à ce moment-là, il se trouve que je vis 2 événements pas très drôles. Je perds mon papa et j'ai une rupture amoureuse en même temps. Et en fait, ça m'a un peu mis un triple retourné de ok, en fait, tu croyais que tu étais sur un chemin et tout allait bien et pas du tout, ça va pas. Et du coup, j'ai démarré en me disant, en fait, j'ai toujours voulu monter une boîte, mais je sais pas de quoi. J'ai une compétence que je sais être désirable sur le marché aujourd'hui. Le gros, c'était encore, ça l'est moins aujourd'hui, mais il y a 4 ans, c'était encore un mot très tendance. Tout le monde en embauchait, etc. Je me suis dit, j'avais un pote qui avait une agence qui m'a filé mes premières missions. Et donc au départ, j'y suis un peu allée à tâtons. J'avais le chômage, hein, ce qui est très confortable aussi pour démarrer. Je me suis laissé le temps. Alors autant vous dire que par contre, d'un coup, le chômage s'est arrêté au bout de 2 ans. J'étais là. Il va falloir que je monte une vraie boîte. Parce qu'en fait, tant que vous touchez le chômage, vous êtes un peu on est comme sous respirateur. Et je pense qu'il y en a qui arrivent, mais alors moi, je papillonnais. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai eu une première idée de boîte qui était de monter un organisme de formation pour les responsables marketing pour qu'ils apprennent le gros. Parce qu'à l'époque, il n'existait que des formations en 8 ou 12 semaines, ce qui était très inconfortable quand t'étais... parce que je l'ai vécu du côté annonceur. En fait, envoyer tes équipes en formation pendant 8 à 12 semaines, même s'ils sont là la journée, mais en fait, ils sont en formation, ils apprennent pas, ils n'ont pas le temps d'appliquer. C'était pas pratique. Je voyais qu'il y avait un créneau sur de la micro-formation, sur des formats de demi-journée, journée, 2 journées pour apprendre des points précis. J'ai voulu monter ce truc-là. J'ai eu une validation marché à ce moment-là que c'était pas une mauvaise idée parce qu'il y a 2 énormes boîtes qui, elles, ont levé respectivement 3 millions et 5 millions avec la même idée. Moi, j'y suis allée avec vraiment mes ovaires et mon couteau. Énorme erreur. Mais j'ai commencé à monter ce projet-là et je me suis rendu compte qu'il fallait que je lève des fonds. Et là, on est en janvier 2024. Ah, donc c'est récent. Et en fait, à ce moment-là, moi, je perds ma meilleure amie d'un accident et ça m'a coupé les jambes. Et en fait, vraiment, j'ai pas bossé pendant 3 mois. Heureusement pour moi que j'avais de la trésor à ce moment-là dans la boîte. Sinon, elle coulait. J'ai perdu 40 000 € en 3 mois. Parce que à ce moment-là, j'avais des gens dans les équipes, j'avais engagé, j'étais en train de lever des fonds, j'avais engagé plein de gens autour de moi. J'étais vraiment en mode start-up. On dépense, on brûle de l'argent, on va en récupérer plus tard, c'est pas grave. Quand tu te rends compte que tout repose sur toi. Et quand j'ai fait le bilan de, en fait, ok, ça me rend déjà pas si heureuse que ça de monter ce truc-là. Et de 2, là, j'ai pas du tout l'énergie. C'est vachement ça aussi, au départ, l'entrepreneuriat. C'est une question de quelle énergie je suis capable de mettre dans le business. Et du coup, le projet qui s'est créé, c'était de me dire, en fait, depuis le départ, je bosse tant avec des indépendants. J'adore les gens que je rencontre via ce biais-là. C'est hyper stimulant. Je peux faire quelque chose de facile pour moi à créer un programme one-to-one ou très personnalisé au début qui va me permettre de créer les choses au fur et à mesure. En fait, c'était faisable. À ce moment-là, j'ai fait appel à un coach business pour m'aider dans ce projet-là. Et du coup, ce programme-là est né il y a... on est en juillet, là, il est né il y a 1 an. Incroyable. Si tu pouvais aujourd'hui donner la définition, entre guillemets, du growth, tu définirais comment ? Alors déjà, il y a 15 000 définitions du growth. D'où la question piège. Exactement. C'est une discipline qui a apparu en 2007 dans une offre d'emploi.
dans la Silicon Valley. Donc, il y a eu plein de définitions depuis. Aujourd'hui, le growth, moi, la façon dont je le définis, et je vais parler du growth marketing, parce que dans le growth, en fait, il y a plusieurs disciplines. Moi, je vais parler de celle que je connais bien. Le growth marketing, c'est en fait le marketing par la data. En gros, rationaliser les décisions que tu prends pour maximiser l'impact que tu peux avoir en fonction des ressources disponibles, tes ressources étant le temps, l'argent et tes ressources humaines. Simple, efficace. Ok, trop bien. Et donc, tu as lancé ce projet entrepreneurial, puis après, tu t'es lancé à ton compte, tu as aidé aujourd'hui, t'aides aujourd'hui des indépendants. Ouais. Donc, tu as créé plusieurs offres. Ouais. La création d'offres, quand on est indépendant, parce que là, c'est surtout des indépendants qui vont nous écouter, c'est un des sujets principaux quand on se lance. Tu dirais que concrètement, une offre, c'est quoi ? Une offre, c'est transformer une compétence en une valeur perçue qui est désirable et monnayable. En gros, c'est comment est-ce que tu fais percevoir une transformation souhaitée à un client et comment tu la mets en forme dans un cadre structuré. Et tu commences par quoi ? La première chose par laquelle tu commences, c'est ce que veut ton client. En gros, moi, j'aime bien utiliser un système de structuration d'offres qui c'est très américain. On parle que dans les différents types d'offres qui existent, il y a 3 types d'offres majoritaires. Il y a les done for you, donc le service, je fais à ta place, je fais pour toi. Les done with you, tout ce qui est de l'ordre du coaching, de l'accompagnement. En gros, je t'aide à acquérir une compétence, mais je t'aide à faire. Et les do it yourself, là, c'est vraiment, je te transmets juste du savoir, t'es vraiment dans l'ordre de la formation. En tout cas, quand tu parles de service, je ne vous parle pas d'aller des offres e-commerce, etc., qui sont encore un autre débat. Et en fait, par rapport à ton persona, donc ton persona, c'est une représentation fictive de ton client. Ce qui est hyper important dans le persona, je fais juste un petit aparté là-dessus. T'as Ce qui raison. est important de savoir sur le persona, parce que tout le monde en parle, et tout le monde dit super, mon persona, je le connais. Ton persona, c'est pas juste les cadres de 28 à 45 ans qui sont CSP+, qui ont 2 enfants, etc. C'est un persona, c'est quelqu'un qui a un problème qu'on dit dur en marketing, douloureux, urgent, reconnu. Donc, il a un problème dans sa vie du quotidien. Il a des manifestations de ce problème. Donc, il voit bien, il voit que ce problème existe dans sa vie et il souhaite aller quelque part. C'est-à-dire qu'un persona, c'est pas juste quelqu'un qui a un problème, c'est pas juste quelqu'un qui veut quelque chose, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller d'un point A à un point B. Et quand on définit un persona, il faut vraiment définir ce truc-là. En fait, c'est quoi le point A ? C'est quoi la douleur ressentie ? C'est quoi ce que j'appelle des manifestations incontestables dans le business ? Et c'est quoi la transformation souhaitée ? Il désire quoi, lui ? Et en fait, il faut partir de ce désir-là dans l'offre pour se dire, OK, ton client, il veut ça. Et idéalement, après, c'est la question, c'est est-ce qu'il le veut qu'on fasse pour lui ? Est-ce qu'il veut apprendre à faire ? Est-ce qu'il veut être accompagné dans le fait de faire ? Et c'est ça qui va commencer à venir définir tes offres. Et en fait, quand on pense... moi, j'entends beaucoup ce truc-là des indés, non, mais moi, j'aime bien la stimulation, j'aime bien faire plein de choses. C'est formidable de vouloir faire plein de choses et je pense que... moi, je suis passée par là, je suis sûre que vous êtes passée par là aussi. Et je pense que c'est un passage obligatoire quand on se lance. Mais ce qui sera rentable, ça va être un moment de se focaliser sur certaines offres plutôt que d'autres. Mais de faire ce travail de dire, OK, je fais un tableau croisé et je prends juste, OK, done for you, done with you, do it yourself, et je mets mes personas avec leur transformation, et je viens essayer de plugger, de me dire, idéalement, la solution idéale pour eux, c'est ça l'état d'arrivée qu'ils veulent, et c'est ça les 3-4 étapes pour y arriver. Ça, c'est le début de la structuration d'une offre. Et j'ai juste une petite question juste avant de continuer sur l'offre. Comment tu identifies les pain points, justement, les points de douleur de ton persona ? Parce qu'en fait, moyens. Ouais, je sais, il y a plein de moyens, mais finalement, il y en a tellement qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. Le mieux, et qui remplacera jamais rien d'autre, c'est d'aller leur parler. Alors quand je dis aller leur parler, les gens sont là, mais pour leur dire quoi, etc. C'est d'aller leur parler. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de se dire, si on n'est pas à l'aise de je sais pas comment aller parler à mon persona, c'est de se construire une première mini landing page ou feuille de papier sur lequel je détaille ce que j'aimerais vendre et d'aller voir des gens qu'on pense être notre persona, donc on pense être des gens, et d'aller leur voir avec un message qui active le syndrome du sauveur. En gros, syndrome du sauveur, c'est d'aller les voir en disant « Hello Intel, j'ai besoin de ton aide. Je suis en train de créer une offre pour le persona. Normalement, il est censé se reconnaître dans le pour quelqu'un.
qui veut faire ça, donc quel bénéfice, j'ai besoin de retour. Est-ce que tu accepterais de me donner ton retour et en échange, je t'offre, et là, à savoir ce qu'on peut offrir. Est-ce que c'est une demi-heure de coaching sur le sujet? Est-ce que c'est un mini truc qu'on a, en gros quelque chose qui peut leur servir? L'idée étant que ce qu'on veut, c'est aller parler aux personas. Et c'est vraiment hyper important quand je dis aller leur parler, c'est avoir des conversations et noter les verbatims. Donc ce qu'on appelle un verbatim en marketing, c'est les phrases et les mots exacts que dit la personne. Et dans les questions à poser, c'est en fait, c'est quoi tes défis du quotidien? Qu'est-ce qui te pose problème? Dans le secteur dans lequel j'agis, c'est quoi l'état désiré? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Et idéalement, c'est quoi le meilleur moyen pour toi de l'atteindre? VS, le budget potentiel que tu possèdes. Et quand on va faire ça, forcément, en fait, on va résoudre ce problème de du coup, c'est eux qui vont nous le dire. C'est le marché qui sait. C'est eux qui savent quels sont les trucs. Quand on n'a pas le temps, pas l'énergie, on peut pas aller voir ça. Il y a 2 autres trucs qui sont très bien, c'est les forums. Allez voir ce qui se raconte sur Quora, sur Reddit, tout forum qui est lié au business. Allez voir les questions que les gens posent. Franchement, c'est là que sont les problèmes. Et c'est possible, mais je le conseille pas au début, d'aller voir aussi les avis des concurrents. Le problème des avis, et c'est pour ça que je mets un petit warning, c'est que dans les avis, les choses pour lesquelles les gens sont contents ne sont pas forcément les choses pour lesquelles, ce qu'ils désiraient au départ. Donc il peut y avoir un différentiel entre pourquoi les gens sont contents de tel service et ce qui leur apporte la satisfaction, versus le désir de départ. Mais vraiment, un autre truc, c'est aller regarder quels sont les posts les plus likés sur le secteur sur lequel vous êtes. Allez regarder qu'est-ce qui, en valeur donnée, et il y en a plein, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, je suis sûre qu'après on peut aller sur je suis pas très Twitter, mais Twitter, machin. Allez regarder ce qui fait réagir les gens. C'est ça. Les gens réagissent à leurs problèmes ou à des solutions miracles. C'est fou parce que pour préparer le podcast, c'est exactement ce qu'on a fait. On allait sur LinkedIn, TikTok, Insta. Et on a regardé les questions les vidéos qui ont le plus fonctionné. Et après, ça nous a permis de faire cette trame de podcast. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec l'offre. C'est aller chercher les signaux sur les réseaux. C'est la même stratégie. Ouais. De toute façon, c'est ça. C'est quelles sont les questions que les gens se posent. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à sortir le porte-monnaie? On en revient à ce truc de problème dur, douloureux, urgent, reconnu. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un problème dur, douloureux, urgent, reconnu, c'est en gros, quelle est la douleur? Elle peut être financière, émotionnelle ou physique. En gros, c'est quoi le problème et comment il le raconte. N'essayez jamais de jargoniser ou de théoriser une douleur. Une douleur, c'est quelque chose il faut que ça soit dit dans la bouche des gens, quoi. Je prends un exemple moi, l'exemple que j'aime bien pour la douleur, c'est je vais pas aller chez le médecin si je me dis que la toux que j'ai depuis 4 semaines, c'est plus qu'une toux. Si j'ai de la toux depuis 4 semaines et que pour moi c'est de la toux, je vais pas prendre rendez-vous chez le médecin, je vais pas prendre ce truc-là. Par contre, si j'entends à la télé qu'il y a une épidémie de tuberculose en ce moment en France et que le premier symptôme c'est la toux, si je suis allée en week-end avec tous mes potes et que je leur ai tous filé le truc, je vais commencer à avoir des manifestations de ce problème. Et ça, c'est le moment où il y a une douleur du coup qui se crée. Et il y a la manifestation qui va avec. Il y a la douleur et la reconnaissance. J'ai mal et j'ai des signes de reconnaissance qui montrent que c'est pas normal que j'ai mal. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont mal et qui se disent totalement normal, quoi. C'est comme ça que le monde est. Et du coup, ils vont pas être prêts à payer. Et après, l'urgence, c'est ce qui va faire que les gens vont être prêts à sortir le portefeuille. Est-ce que je peux répondre urgemment au problème ou est-ce que ce problème est urgent à répondre pour eux? Et quand tu lances une offre, la plupart du temps, les indépendants essaient de toucher tout le monde. Là où j'imagine qu'il faut être beaucoup plus précis. Mais en lancement d'offres, on peut se dire aussi, on peut avoir la stratégie de on va essayer de toucher tout le monde et on va voir là où ça mord. Et là où ça mord, après, on va se nicher. Est-ce que tu conseilles de se nicher une fois qu'on a fait cette étude de marché directement? Ou alors on fait l'étude de marché, on continue à viser large et une fois qu'on a vraiment testé, là, on se niche? En fait, il faut, dès le départ, au moins segmenter et te dire c'est OK de dire que tu veux toucher tout. Enfin, c'est OK. Non, c'est pas OK, mais je comprends ce truc-là parce que tout le monde l'a. Tu peux vouloir toucher tout le monde, mais dans ces cas-là, réfléchis à OK, si tu veux vraiment toucher tout le monde, il existe quand même des catégories. Segmente ces catégories. Et est-ce que tu arrives dans ton secteur à te dire OK, dans mes catégories, même si je veux toucher tout le monde, j'ai le persona 1, le persona 2, le persona 3, le persona 4. Et pour chacun,
différencier ces personas, non pas par les critères sociodémographiques, donc en gros, il a tel âge, il vit à tel truc, voilà son niveau de revenu, mais par la douleur. Est-ce que, même si je veux parler à tout le monde, je vais quand même répondre à des douleurs différentes? Je réfléchis à un exemple que j'ai. Là, j'accompagne quelqu'un, par exemple, qui fait du SEO. Et en SEO, dans ses différents personas, elle a des gens qui ont leur blog, sont des touche-à-tout, ont envie d'écrire, donc ils veulent apprendre les bases, mais ils veulent faire eux-mêmes. Et leur douleur à eux, c'est qu'ils produisent, mais ça n'a pas de résultat. Pas de résultat. Elle va avoir d'autres gens qui, à l'inverse, ont des blogs, mais en fait, ça les fait chier d'écrire. Et la douleur, ça les fait chier ou ils n'ont pas le temps. Et donc là, la douleur, c'est pas du tout que ça n'a pas de résultat, c'est qu'il n'y a pas le temps d'appliquer. Et c'est vraiment je pourrais en prendre, parce elle a identifié 6 personas, bon, elle a plus d'offres que ça, mais se poser la question de, en fait, est-ce qu'il y a différentes douleurs auxquelles ce que je vends répond? Et enfin, c'est sûr que la réponse est oui. Et au moins commencer par ça. Et du coup, derrière, quand on va interroger les gens, bien se dire, cette personne-là, a priori, je la mets dans telle catégorie. On peut se tromper, mais je la mets dans telle catégorie et on va vite voir. Souvent, on se rend compte que on veut parler à tout le monde, mais en fait, tout le monde n'est pas prêt à sortir le porte-monnaie. Il y a des services qui existent pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas prêt à sortir le porte-monnaie parce que ce qu'on vend, c'est rarement juste une baguette de pain. Et du coup, c'est la question de ce qui va être plus rentable plus rapidement, parce que le sujet, il est toujours en fait, on a quand même besoin de trésor, on a besoin de gagner notre vie. Et ben, si on veut rentrer l'argent le plus rapidement possible, on sera beaucoup plus efficace avec des gens qui veulent répondre urgemment aux besoins qu'à des gens qui sont là pour qui c'est un nice to have, quoi. Et comment on sait si notre offre elle est bonne ou non? Si tu la vends. C'est si tu la vends. Si tu la vends pas, c'est pas bon. Si tu te donnes les moyens de la vendre, que tu vas au contact de tes clients, enfin tu vois, que tu vas au contact, que tu fais de la pros, que tu as créé une page de vente et que tu vends pas, bah c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ou alors, est-ce que c'est pas du mauvais ciblage, du coup, dans ce cas-là? Peut-être que des fois, certaines personnes lancent des offres et ciblent mal, alors que l'offre en soi est peut-être très bonne. Non, je sais pas. Hein. Ouais, mais du coup, pour moi, ça fait partie de l'offre, tu vois. Ouais, en okay. fait, oui, c'est un tout, en fait. Tu l'as mal calibré pour ce public-là. Ouais, je comprends. Donc oui, ça fait partie intégrante. Donc ça fait partie intégrante. Mais globalement, une mauvaise offre, c'est une offre qui se vend pas. Et d'ailleurs, moi, je suis des fois étonnée de voir des gens qui vendent des trucs où tu te dis, donc il y a des gens qui ont ce problème. Enfin, c'est dingue. Improbable. Enfin, tu te dis, ok, donc il y a des gens qui ont ce problème et qui sont prêts à payer pour ça. Moi, personnellement, jamais. Mais de toute façon, un autre truc, c'est on n'est jamais très bon juge de ses propres offres parce qu'on n'est pas son client, qu'on a forcément des biais et que... moi, j'aime bien dire ça à tout le monde, mais on est tous centrés, on est tous hyper égocentriques, on est tous tournés sur son propre nombril. Et dites-vous bien que l'intégralité de ce que vous faites, de ce que vous êtes, personne d'autre que vous-même ne peut le retenir. Donc, en fait... ce qui est hyper important quand on fait une offre, quand on crée un business, c'est de se dire qu'il faut que les gens, dans la fraction de seconde qu'ils vont vous accorder d'attention quand ils ne sont pas tournés vers eux, dans le micro-événement que vous êtes dans leur journée, il faut que vous réussissiez à capter leur attention. Et vous n'avez que ce temps-là de gens qui me disent oui, mais du coup, si les gens creusent, mais les gens, ils vont pas creuser, en fait. Enfin, personne ne creuse. On aime tous que ça nous tombe tout cuit dans le bec, quoi. Et... Ouais, vas-y. Je suis mort. Non, et dans ce cas-là, justement, donc une fois que tu as ton offre, etc., comment à ce moment-là, notamment face au syndrome de l'imposteur, tout ce qu'on peut avoir, tu fixes ton prix? Alors, il y a plein de choses. Il y a se rendre compte. Moi, j'aime bien parler du tarif minimum horaire. En gros, quand tu crées ton business, quand tu es un indé, tu te dis, idéalement, d'ailleurs, tu te dis, mais tu le sais peut-être pas, le premier truc, c'est de combien j'ai besoin pour vivre par mois. Genre, en vrai, si tu regardes déjà d'un point de vue perso, combien je veux gagner, sans partir dans les trucs de je veux gagner 100 000 € par mois, machin. Ok, fondamentalement, aujourd'hui, pour vivre, genre, de quoi tu as besoin pour payer ton loyer, aller au ciné, faire un cadeau à ta pote qui a son anniversaire, machin. C'est quoi le salaire que tu veux te verser? Fonction du statut que tu as, quel... salaire chargé, ça représente. Tu vois, si t'es en EURL, si t'es en auto, si t'es en SASU, c'est pas la même. Donc, qu'est-ce que ça représente? Et derrière, c'est quoi toutes les charges de ton business? Donc, en gros, c'est quoi le CA minimum que tu dois te tirer par mois, sur 12 mois, pour, en fait, espérer vivre de façon sereine. Je ne vais même pas parler de façon courte, mais de façon sereine de ton activité. Déjà, fais ce calcul-là et tu vas voir que la plupart des gens qui n'ont jamais fait ce calcul et moi qui arrive dans l'accompagnement, je leur fais faire, c'est le premier exercice que je leur fais faire.
Il y a des gens, ils sont là, ah putain, en fait, il faut que je fasse beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Oui. Oui, oui, si tu veux pas que ton entreprise meure dans 3 mois, ouais, il va falloir, Se bouger, quoi. pousser, quoi. Ouais. Et donc déjà, c'est A, et se dire, après, c'est quoi le temps dont je dispose vraiment sur lequel je peux bosser sur mon business. Parce que dans la réalité, c'est évidemment qu'on voudrait tous bosser H24, etc. La réalité de plein de mes clients, c'est moi, j'en ai plein qui sont parents. Donc, OK, en fait, c'est quoi le temps que tu consacres à tes enfants? Donc, à partir de quelle heure tu peux bosser le matin? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'une pause déj? Est-ce que tu as quelqu'un qui a besoin de pause? Est-ce que tu bosses le soir? Est-ce que tu bosses les week-ends ou pas? Où est-ce que tu mets ta limite? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut réussir très vite et tu es prêt à te dire, je m'enquille de me taper des semaines de 90 heures pendant 2 ans, pas de problème? Ou et moi, c'est la majorité de mes clients, c'est des gens qui n'ont pas envie du tout de sacrifier leur équipe pro-perso. Et en fait, le temps qu'ils peuvent bosser par semaine, c'est 40 heures, quoi. Max. Et en fait, sur tes 40 heures, dis-toi bien qu'il y a 50% de ton temps, tu peux pas le passer, c'est pas du temps vendable. En gros, c'est ton temps d'administration, c'est ton temps d'imprévu, c'est ton temps de tu perds du temps, c'est ton temps de tu vends, de création de contenu ou stratégie. Enfin, c'est tout le temps pour ton business à toi et le temps du coup que tu peux vendre aux clients, c'est ça. Donc en fait, le premier calcul à faire, c'est se dire, du coup, voilà le salaire que je veux me payer, voilà le temps que je peux réellement y consacrer. Et donc là, après, une division très simple, OK, salaire divisé par temps. OK. Tu peux faire après des calculs un peu savants, parce que pour l'instant, là, je suis restée sur une base de 12 mois. Moi, je conseille de prendre la base de 12 mois, dire, OK, par mois, j'ai besoin genre de 10 000, je prends un calcul très simple, mais j'ai besoin de 10 000 euros. Donc, ça me fait 120 000 euros à l'année. OK, mais du coup, tu veux te prendre des vacances, tu vois, prévois des vacances, des trucs. Donc, en fait, tu vas bosser sur 10 mois. Donc, en fait, tu dois sortir, non pas 10 cas par mois, mais 12 cas par mois. Donc 12 cas par mois, divisé par, OK, si tu peux bosser en fait 40 heures par semaine, ça fait que 20 heures vendables, x 4, ça fait 80. Tu divises du coup 12 000 par 80. Là, je vais avoir du mal à faire le calcul, mais ça doit faire à peu près 150. Grosso merdo. Et ça, c'est ton tarif horaire minimum. En gros, ça veut dire que quand tu vends une offre à moins de 150 euros de l'heure, toi, chargé, en fait, t'es pas en train de travailler à l'atteinte de ton salaire que tu veux, à la vie que tu veux. Et une fois que tu as fait ça, en fait, ce taux et ce tarif horaire minimum, il est hyper important à comprendre parce qu'après, quand tu vas construire une offre, l'idée, c'est tu vas construire ton offre, tu vas dire, OK, dans mon offre, je vais mettre ça et tu vas faire toutes les étapes. Dans mon offre, je vais peut-être avoir d'abord un temps de vente avec le client. J'ai 1 heure de call client. Après, le client, lui, va remplir ça. Donc ça, c'est pas du temps pour moi. Je vais avoir 1 heure de kick-off. Puis après, il va compléter. Peut-être que je vais avoir, j'en sais rien, 1 heure par semaine avec lui. Ça va me prendre tant de temps. En gros, calcule tout le temps réel que te prend ton offre. Il faut pas hésiter à aller dans les détails, à se dire, OK, ce temps-là, le temps d'écrire des mails, de répondre aux mails, de machin, c'est du temps qui doit être compris. Et en fait, du coup, ton offre va disposer d'un quota d'heures. En gros, et moi, après, le premier calcul, c'est de dire, OK, si ton offre, elle te prend 8 heures et que ton tarif horaire, c'est 150 euros, 150 x 8, ça fait 2200. Je crois très bon en maths, moi. Je crois que c'est à peu près ça. Ça doit faire je l'ai fait très vite et ça doit faire ça. Ton offre, si tu la vends en dessous de 2200, toi, déjà, t'es pas rentable. Donc ça, c'est ton prix plancher. Et après, il y a par rapport au marché. En gros, par rapport à ce que ton client, lui, va gagner en valeur potentiellement. En gros, est-ce qu'il y a du ROI? Qu'est-ce qu'il va économiser? En gros, qu'est-ce que payer ce service va lui apporter? Est-ce que ça va lui faire grandir de la valeur? Est-ce que ça va lui permettre d'économiser quelque chose? Et donc, est-ce que tu es corrélé au marché ou non? Si tu es complètement hors sol, c'est-à-dire que ton offre est beaucoup trop chère par rapport à la réalité du marché, dans ces cas-là, il faut se poser la question de est-ce que moi, je peux réduire mon quota d'heures que je passe à cette offre-là? Ou est-ce que c'est te dire c'est une offre d'appel, j'assume un tarif horaire qui ne me convient pas, par contre, ça veut dire que derrière, il faut que j'ai une upsell, il faut que j'ai une offre qui, elle, soit beaucoup plus rentable, sur laquelle je me rattrape et que je sache que j'ai X% de mes clients, idéalement 60 à 80%, qui vont acheter cette upsell, qui vont me permettre d'être rentable. Si tu es à l'inverse très en dessous, ça c'est la très bonne nouvelle, hein, quand tu calcules, en fait mon offre, le tarif plancher pour que je sois rentable c'est 2200, mais sur le marché elle se vend à 5000, formidable, tu as créé une offre incroyablement rentable, tu peux même te mettre en dessous du marché là-dessus. Et après, si t'es en dessous et qu'après t'as une histoire de syndrome de l'imposteur, je sais pas, c'est ok aussi de dire que peut-être qu'à l'instant T, tu vas pas atteindre ton salaire idéal, mais tu vas démarrer au prix auquel t'es ok. Ok, est-ce que cette offre, j'arrive à la vendre à 1000 euros? À 1000 euros, je la vends 1 fois, 2 fois, 3 fois, super. C'est quoi le next palier? Les 3 prochains clients, tu vas leur vendre à 1200, 1500, 1800. Vois jusqu'où ça bloque, tu vois. Il y a des... Moi, je l'ai fait avec l'offre que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, mon accompagnement, il coûte 1000 balles par mois. J'ai démarré, je crois que le premier prix, ça devait être
590 par mois. Je l'ai très très vite passé à genre 700, 800. Et je suis montée après progressivement. Je suis montée de 100 en 100. Je vois bien qu'aujourd'hui, je suis à un tarif où à 1 000 € par mois par rapport à la valeur perçue que j'ai aujourd'hui et par rapport à et à l'état, au taux de satisfaction que j'ai, etc. Moi, j'ai pas envie de le monter parce que si je le monte, je sais que je vais aussi augmenter le taux de satisfaction attendu. Et du coup, je suis là, en fait, je vais d'abord retravailler sur mon produit avant. Là, je suis à un taux de conversion qui est bien. Un bon taux de conversion, ça aussi c'est hyper important. On ne convertit absolument pas tous les clients qu'on vend. Les meilleurs commerciaux, ils vendent à 60%. Mais ça, c'est quand ils ont une offre précise et qu'ils sont hyper bien targetés. La majorité des commerciaux close à 30-40%. Donc en gros, un call sur 3. Et quand vous closez moins de 20%, c'est qu'il y a un problème sur la trame de vente et sur la façon dont... Enfin, soit vous attirez pas du coup, il y a des problèmes dans le process commercial. Vous attirez peut-être pas la bonne cible, vous savez pas comment mener un entretien de vente correctement. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent arriver. Mais les moyennes de marché, aujourd'hui, que je constate sur le marché des indépendants, c'est à peu près ça. Et tu penses quoi, en lancement d'offre, de faire une remise? Par exemple, dire, OK, notre offre, elle vaut 3 000 € pour les 5 premières personnes qui vont prendre cette offre. Alors, on la fait à 1 750 €. Tu peux assumer un tarif de lancement. Enfin, tu vois, ça peut être un truc de dire c'est le tarif de lancement. Ça peut permettre Il faut être très clair dans ces cas-là sur le fait que tu le cadres. En gros, OK, ça vaut 1 750 € et c'est jusqu'à telle date ou pour les 5 premiers et après, ça passera à tant. Je conseille pas d'aller sur des... Là, tu vois, quand tu as dit 1 750 au lieu de 3 000, c'est trop dégressif. Sur un tarif de lancement, en fait, il faut pas non plus... laisse-toi déjà de la marge pour justement aller augmenter derrière. En fait, à dire, c'est 1 750 au lieu de 2 000. Et quand tu atteindras 2 000, c'est 2 000 au lieu de 2 500. Tu peux le jouer, tu vois. Après, l'écart est peut-être pas assez énorme pour faire jouer un peu le FOMO de je gagne que 250 €. Je sais pas. 250 € sur une offre à 2 000, il y a plein de gens qui l'apprennent. Ouais. Hein. Après, ça, c'est tout un autre sujet, mais c'est le sujet du pricing. En gros, moi, c'est un conseil que il y a 2 écoles là-dessus. Hein, et il y a des gens qui sont pas très d'accord. Moi, je fais partie d'une école particulière qui s'appelle le plus petit prix possible. En gros, tu affiches à ton client le plus petit prix possible perçu. C'est quoi le plus petit prix possible? C'est en fait dans la temporalité dans laquelle tu donnes ton offre. C'est quoi les modalités de paiement que tu peux lui donner qui lui donnent l'impression de ne pas payer grand-chose? En gros, ton accompagnement, il peut valoir 2 000 €. Ou si c'est un accompagnement en 4 mois, il peut valoir 500 € par mois. 500 € par mois, c'est vachement moins cher que 2 000 €. Et par exemple, pour un accompagnement sur 2 mois, est-ce que tu peux quand même faire du paiement, je sais pas, en 4 fois? Alors là, il y a la loi française qui vient dans le mix. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit, si ce n'est pas un abonnement, de faire payer en plus de 3 fois. Okay. Donc, tu es obligé. Max, tu peux faire payer en 3 fois, mais tu peux dire c'est 2 000 € et ça peut très bien être il y a un acompte, un truc au milieu, un truc à la fin. Tu vois, tu peux très bien le découper comme ça. J'ai plein de clientes avocates, beaucoup, qui font ça. Sur la plupart de leurs projets qui disent il y a un acompte, il y a un paiement au milieu et il y a un paiement à la fin. Surtout que le paiement à la fin est variable parce que chez les avocats, il y a vachement de sujets souvent, il y a des sujets de déposer au greffe, etc. Et ça dépend des prix du greffe. Donc, il y a du variable. Et par contre, la loi te dit qu'après, si tu as un système d'abonnement qui justifie de dire tu payes en 4 fois ou en 6 fois parce que le service court en 4 mois, 6 mois, 12 mois, dans ces cas-là, c'est permis. Déjà, il y a ce petit sujet-là. Mais moi, je conseille d'afficher le plus petit prix possible. Les apps mobiles sont un excellent exemple. Aujourd'hui, si vous regardez les prix de la majorité des apps mobiles, toutes les apps parlent de leur prix en jours. En gros, ils disent ça coûte 17 centimes par jour ou 50 centimes par jour. Tu te dis, punaise, mon app mobile, 50 centimes par jour, c'est rien. C'est 18 balles par mois, en fait. Ça revient, Et tu payes pas une app 18 balles par mois. Par contre, 50 centimes par jour. Ah bah là, grave. Oh bah grave, tu vois. J'achète direct. Et il y a plein de secteurs qui font comme ça. Les journaux font ça aussi beaucoup. Le Monde, Times, c'est le prix. Souvent, le prix, ils disent l'abonnement, c'est le prix d'un café par jour. C'est rien le prix d'un café par jour. Enfin, c'est rien. C'est plus rien avec l'inflation, mais... C'est comme Basic Fit. Au lieu de faire payer au mois, ils font payer toutes les 4 semaines. Donc en fait, tu as l'impression de payer au mois, alors qu'en fait, tu payes toutes les 4 semaines, sauf que il y a des mois où il y a un peu plus que 4 semaines. Ouais. Donc, ils sont très forts par rapport à ça. Tu payes en fait 13 mois et demi, je crois, et pas 12. Ouais, c'est dingue, il y a plein de strates comme ça. Et exactement, et il y a plein de strates comme ça, et c'est vraiment, t'affiches le plus petit prix possible. Comment est-ce que tu donnes cette impression de diminuer la valeur prix?
Et 6 mois... Oh là, j'ai bégayé. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des offres d'Alex Hormozy ? Alors, Alex Hormozy, j'ai pas lu tout son bouquin, déjà parce que je ne lis jamais les bouquins en entier, mais j'ai lu une partie de 100 millions offers, là. Si je me souviens bien de la formule, et en plus j'ai un peu révisé dans le podcast, c'est lui en gros il dit que la valeur perçue d'une offre, c'est rêve fois, je crois, possibilité, enfin capacité d'atteindre, divisé par le temps plus les efforts plus les sacrifices. Ce qui est globalement, et je pense que là-dessus c'est très juste, c'est quelle est la force de ce que de la promesse que tu délivres. En gros, est-ce que c'est à quel point c'est désirable ou non pour le client et à quel point tu rends ça possible ou non atteignable. Donc là, c'est tout ce qui touche à la preuve sociale. Quelle légitimité et quelle autorité tu fais percevoir de l'extérieur qui va rassurer le client en disant bah ouais, mais si j'achète ce truc-là, c'est le résultat que je veux et cette personne est capable de me le faire atteindre. Et après, effectivement, divisé par le temps, les efforts, le sacrifice. En gros, quels vont être tout ce que tu vas devoir toi faire et comment tu minimises le risque perçu. Est-ce que je risque de perdre mon argent ? Est-ce que je risque de perdre mon temps ? De quel temps je dispose ? Quel effort ça va me demander ? Et donc, je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, fondamentalement, je trouve très juste son analyse là-dessus. Et puis, j'ai envie de dire, il a quelques années d'expérience de plus que moi, donc je suis pas sûre d'avoir grand-chose à lui apprendre à ce monsieur. Mais je pense que tu gagnes juste à te dire que la capacité d'atteindre pas la capacité d'atteindre, le rêve, du coup j'étais dans l'équation, le rêve, c'est ok de pas overpromise, enfin tu vois, de surpromettre, je sais pas, on cherchait le mot en français, c'est ok c'est pas ok de surpromettre, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est ok de ne pas surpromettre. C'est ok de ne pas surpromettre, merci sur ce que je raconte. Et d'être très clair sur les limites de ton offre et de ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Et en fait, c'est même plutôt un conseil que j'ai de baquez-vous sur, dès le début, soyez très clair avec le client de moi, je peux te faire ça, mais par contre, dans l'accompagnement, dans ce que je propose aujourd'hui, dans mon service, ça et ça, je peux pas t'amener là. Je peux pas t'accompagner là-dessus. De cadrer les attentes va, rassurer. Moi, je l'entends beaucoup en call de vente. Je le conseille en call de vente de parler de ses limites. Et en fait, les gens sont tout de suite... ça vous fait paraître beaucoup plus crédible. Ah bah ouais, merci de me dire que ça, tu peux pas le faire. Enfin, du coup, on désamorce le truc de « t'es un vendeur de rêve ». Et puis même après, la satisfaction client, c'est beaucoup plus bénéfique. Parce que si tu t'es déjà tiré des balles dans le pied en faisant n'importe quoi, en faisant des fausses promesses, tu vas pas très loin après. Exactement. Après, là-dessus, sur les avis clients, il y a juste moi, je mets un mini warning. Il y a eu il y a des gens qui ont des offres où c'est fou. Moi, quand je parle des offres, enfin, de gens qui ont acheté leurs offres de ces gens-là, et ils me disent, bah, franchement, c'était pas ouf, c'était pas dingue. Et pourtant, c'est des gens qui ont des centaines, voire des milliers d'avis positifs. Le moment où on demande l'avis à un client est crucial pour qu'il soit bon ou mauvais. Et il y a beaucoup d'accompagnements aujourd'hui et d'indépendants qui parfois font le choix de demander des avis très tôt parce qu'on est encore dans la période de honeymoon et du coup les clients sont là, c'est trop bien, ils ont encore les paillettes dans les yeux et en gros ils n'ont pas encore vécu la descente. Quand on vend un service de toute façon quel qu'il soit, que ce soit un accompagnement, un done for you, il y a forcément des moments il y a la honeymoon, on a les paillettes dans les yeux et il y a des vallées de la mort, il y a des creux. C'est normal dans une relation client, prestat client, d'avoir des moments où c'est un peu tendu. C'est probablement la gestion d'ailleurs de ces moments qui fait de quelqu'un un bon prestat ou pas. Et donc juste, par rapport à ça, c'est bien de pas surpromettre. Et du coup, c'est bien aussi de pas se faire avoir de temps en temps par dire ils ont l'air d'avoir un truc incroyable. Ouais. Et surtout les résultats qui sont mis en avant, on va en reparler je pense derrière des preuves sociales, mais les résultats qui sont mis en avant, posez-vous la question de est-ce que ce sont les anomalies statistiques, en gros, est-ce qu'il met en avant les résultats de ses meilleurs clients et c'est trop bien, et voilà, ou est-ce qu'il met en avant ses clients moyens. Et donc c'est ce que Alex Hormozy dit, mais je trouve qu'il en fasse des fois pas assez dessus de, en fait, soyez honnête sur la limite de votre offre, sur les résultats moyens, sur vous n'en aurez une relation que plus sereine avec le client. Et d'ailleurs, autre chose aussi, j'en parlais hier avec Jérémy Cap, membre du coup d'Oplio Family, on parlait justement des landing pages d'Alex Hormozy qui plaît énormément parce qu'elles sont hyper simples, tu sais déjà où tu vas. Et en fait, ça me fait poser la question de toi, comment tu
selon toi, c'est quoi finalement la meilleure structure pour une landing page? Qu'est-ce qu'une bonne landing page? Ouais, ça c'est un truc que je file à tous les gens dans l'accompagnement. On renvoie systématiquement, j'ai un template maintenant énorme. Mais en gros, dans une landing page, il te faut la promesse. Donc en gros, c'est quoi le bénéfice, c'est quoi le résultat que tu promets à ton client. Les moyens d'accomplissement, en gros, par quels moyens tu l'amènes à ça. Est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est ça de ce qui va construire toute la preuve sociale, qui va venir construire ton autorité et ta légitimité. Ça peut être ton nombre d'années d'expérience, ton nombre de clients accompagnés, les résultats de tes clients, les personnes qui parlent de toi, les labels, les certifications, les partenaires que tu as, avec qui tu es intervenu, etc. Tout ce qui va venir renforcer de la légitimité, de l'autorité auprès de ta cible. Ça, c'est un peu, idéalement, on veut voir dans ta hero section. Donc la hero section, c'est ce qu'on voit au début, avant même qu'on scrolle sur une landing page. Donc on veut voir vraiment promesse, moyen d'accomplissement, une preuve sociale et ça. Et derrière, moi, ce que je trouve bien dans une landing page, c'est d'avoir un moment, en gros, ce que j'appelle douleur ressentie et situation idéale. Donc en gros, c'est quoi la situation à tes clients? Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où ils vont se dire « Ah ouais, ça c'est moi là, je suis dedans, et ça c'est l'état que je veux ». Est-ce que tu le décris quelque part? Il faut que tu mettes ton process, ton déroulé. Sois honnête sur comment ça va se passer avec tes clients. Pas besoin d'aller dans les détails, mais en gros, step 1, on va avoir un truc de kick-off. Step 2, vous allez faire ça. Step 3, ça va être ça. Step 4, découpe-le en 5, 6, 7 étapes max de comment ça se passe. Moi, je conseille de blinder de différentes preuves sociales tout au long de la page. Tu as besoin de ça. Tu peux choisir d'afficher ton prix ou pas. Ça dépend beaucoup de ton tunnel de vente derrière. Est-ce que est-ce que tu veux avoir beaucoup de monde en rendez-vous et quitte à avoir un taux de conversion pas très bon, ou tu veux filtrer au max au début, avoir moins de gens en rendez-vous, mais te dire que par contre, tu closes très bien à ce moment-là. Si tu veux filtrer, affiche le prix. Si tu veux pas filtrer, n'affiche pas le prix. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit déroulé, douleur, et derrière une FAQ, c'est bien. Des études de cas, c'est bien. Je pense que j'oublie un truc. Des avis clients, du coup. Des avis clients, Ouais. complètement, ça fait partie de ta preuve sociale, évidemment. Genre le max t'en met, le mieux. Parce que je sais pas toi, mais quand je vois des avis clients sur certaines landing pages, j'ai quand même du mal à faire confiance. J'ai l'impression que c'est des avis qui ont déjà été écrits vraiment en mode juste pour vendre et qui résultent pas finalement de la vraie valeur de l'accompagnement ou de l'offre ou de. Là-dessus, il y a plein d'écoles sur les avis clients. Il y a ceux qui disent t'en mets 3 et tu mets les 3 plus parlants pour être sûr que tout le monde les lit. Moi, je trouve que les gens sont impressionnés par la quantité, donc je te conseille plutôt d'en mettre beaucoup. Ok. Mais effectivement, si tu as différents types d'accompagnement, alors quand tu es au début, mets tous tes avis clients sur toutes tes landing pages parce que tu n'as pas non plus tout ce qui fait que. Mais après, idéalement, effectivement, on met les avis les plus pertinents devant. Et ce qui marche très bien dans le monde, mine de rien, des solos, c'est de mettre des avis sortis de leur contexte. En gros, que tu n'as pas stylisé. C'est vraiment, t'as fait une copie d'écran du WhatsApp, je vais réfléchir. Ouais, WhatsApp. De LinkedIn. Ouais, LinkedIn, ouais. C'est ça que je cherchais. De Trustpilot. Si c'est quelqu'un qui a déjà des plateformes Trustpilot, Google Avis, plug les trucs, plug le module dessus, hein, ça existe. Donc, mais franchement, moi, je suis plutôt de l'école le plus d'avis, le mieux. Les gens aiment se dire que ça a été validé par plein de gens avant eux. Ouais. Là, ce qu'on voit de plus en plus, et là, c'est ce qu'on commence à faire aussi pour Plus Haut Boost pour l'accompagnement, c'est de faire des visios avec les personnes qu'on accompagne. Et on nous voit même tous les deux pendant 5 à 15 minutes. Et ça se fait de plus en plus. Et c'est peut-être aussi un peu plus parlant et plus impactant peut-être que juste des captures d'écran. Ou alors marquer un avis qui n'est pas forcément sur LinkedIn ou qui n'est pas forcément une capture d'écran WhatsApp. Tu parles des visios de tes clients? En fait, on fait une visio. À la fin de l'accompagnement, on fait une visio ensemble. Et la personne partage son retour d'expérience. Je pense que c'est hyper puissant pour les gens qui veulent vraiment, qui veulent aller au bout, qui veulent être rassurés, etc. Après, ça va pas à tous les types de personas parce que tu as ceux qui n'ont pas trop le temps et pour qui ils seront. Pour moi, si tu as de la vidéo, mais aussi de l'écrit. En fait, les gens vont préférer, tu vois, plus certains supports que d'autres. Et en fait, te prive pas des deux, quoi.
Ouais, Ok. donc tu mets la vidéo et à côté tu mets la phrase qui a le plus. Ouais, ou à L'avantage, différents le endroits. En bénéfice, gros, dans ta page de vente, assume que tu as un endroit vidéo Ouais, et plus haut, de la même. C'est pas grave, c'est la même personne. Son avis qu'elle t'a laissé écrit. trop intéressant. Ouais, ça c'est très smart. Ouais. Et, Et alors, si vous faites, par contre, un vrai truc, ça, si vous le faites, qui peut vous donner des super avis, si vous faites ce truc d'exercice de vidéo avec vos clients, créez-vous une mini IA, une mini automatisation qui prend cette vidéo et en gros qui écrit l'avis à la personne et comme ça vous envoyez l'avis à la personne en disant on a résumé ce que tu nous as dit, est-ce que tu acceptes de mettre ce texte-là sur LinkedIn Smart. Et en gros, du coup, c'est exactement ce qu'elle a dit. Juste, vous lui C'est avez fait écrit, tout quoi. l'effort de l'écrire et comme ça, elle, vous lui avez diminué sa charge cognitive de il faut qu'elle réécrive sur LinkedIn. Je vous dis ça, je l'ai même pas mis en place pour mon business. Je l'ai mis en place avec des clients et ça marche du feu de Dieu. c'est quoi, c'est je en l'ai post LinkedIn ou en recommandation sur le profil? En recommandation sur le profil, Ok, Trop smart. puisqu'elle a Ouais. déjà tout dit. Ouais, non, de fou. trop intéressant. Et après, donc, imaginons qu'on a plein de concurrents sur notre marché. Ouais. Comment tu fais en sorte que ton offre elle soit vraiment différenciante? Irrésistible. Alors pour moi, c'est pas la même chose, différenciant et irrésistible. Ouais, non, c'est vrai. Je voulais pas poser la question. Et du coup, en fait, on s'en tape que ton offre elle soit différenciante. Genre, le sujet d'une offre, c'est pas qu'elle soit différenciante. Parce que de toute façon, quand tu es dans de la prestat de service, ton offre, elle sera différenciante parce que tu es la personne qui le délivre. J'ai envie de te dire, si déjà tu crées une offre qui répond aux besoins du client, en fait, tu peux avoir 3 agences qui ont exactement le même service et les gens vont choisir les agences pour des trucs qui, alors qu'elles ont vraiment la même offre, c'est pour la façon dont on parle, c'est pour ce qui va émaner de ok, bah ouais, mais dans telle offre, bah peut-être qu'il y a un peu plus d'accompagnement et du coup tu vas peut-être attirer plus des gens qui ont besoin d'être vraiment épaulés, qui cherchent, tu vois ça. Peut-être que toi tu vas créer peut-être qu'il y a un bonus ou il y a un truc en plus qui va faire la différence, tu vois, qu'il y a il y a un groupe communautaire, tu vois, que tu n'aurais pas dans l'autre, etc. Chercher à révolutionner, à créer une offre unique que personne n'a vue, c'est peut-être ça la plus grosse erreur. Parce qu'en fait, si cette offre n'existe pas déjà, après, c'est que personne n'en a besoin. En fait, t'as le biais émotionnel finalement qui retombe dedans à fond. Qui retombe dedans à fond. On Enfin, tombe quand plus t'es dans... limite amoureux de toi que de l'offre. On se comprend, mais. Ouais, mais quand t'es solo, et puis mais même quand je le vois avec des agences, moi, à l'époque où j'étais du côté annonceur, particulièrement dans ma deuxième boîte, j'avais une équipe de 5 personnes et j'avais 3 agences. Dans les 3 agences, il y avait en gros 8 personnes réparties dans les 3 agences en plus, donc ça me faisait une grosse équipe avec des gros ETP. Et je suis arrivée et assez vite, j'ai vu qu'une des agences faisait pas du tout le taf. Genre vraiment, et je les ai challengés pendant quelques mois en me disant si je les bouge un peu, juste ils se sont endormis sur leur laurier, ça va le faire. Pas du tout. Et donc, on est reparti, appel. Et donc là, on parle d'un niveau de prestat de service. Je suis allée sur des agences d'ads, gros niveau. Enfin, effectivement, on n'est plus du tout sur du personal branding. On est que là. Mais fondamentalement, à la fin, les 3 agences faisaient la même chose pour moi. Enfin, c'est-à-dire me créer des ads, plugger les trucs sur Google Ads, sur Facebook Ads. Enfin, en fait, la question, elle s'est jouée sur quelle est la confiance que je leur accorde à être capable de délivrer la mission. Et ça s'est joué à la fin. Oui, il y a des critères de prix, il y a des critères, évidemment, on avait des scorecards, start-up, on a eu des scorecards en place, combien est-ce qu'ils nous mettent de TP, combien est-ce qu'ils nous accordent de temps par semaine, blablabla. Mais en fait, à la fin, ça se joue aussi vachement à est-ce que je juge les personnes qui vont être mes correspondants de tous les jours en capacité de m'aider. Et en fait, ce qui a fait, à la fin, il y avait vraiment 2 agences qui avaient quasiment les mêmes prix, qui étaient l'ancienne agence et une nouvelle. Et pourquoi est-ce qu'on allait sur la nouvelle? Mais parce que quand j'ai fait les calls avec les 2 personnes qui allaient être vraiment nos correspondants, déjà ils avaient un très très bon commercial, et les 2 personnes qui allaient être vraiment ceux qui allaient exécuter la mission, ils étaient hyper smart. En fait, il y a eu un moment où dans le call, ils pichent ce que je leur raconte, c'est limite s'ils complétaient pas mes phrases, et du coup, la confiance, et à la fin, en gros, c'est moi qui ai dit à mon boss, en fait, je pense vraiment... Bon, de toute façon, ils étaient un peu gagnants déjà sur la scorecard, et c'est moi qui ai mis les gros go à la fin en disant, en fait, les gars, il faut qu'on bosse avec eux, c'est sûr et certain. C'était à l'époque une petite agence qui est devenue depuis une plutôt grosse agence. Donc en plus, ils nous faisaient un prix qui était plutôt acceptable selon le marché, etc. Et à ce moment-là, en plus, on devenait un espèce de gros poisson dans leur petite mare. Donc, on devenait un gros client. Ne soyez jamais le petit poisson dans la petite mare pour votre prestat.
Si vous prenez un gros prestat et que vous êtes un petit client, vous allez toujours être mal servi. Ça, c'est un vrai truc. Hein. Essayez de prendre des gens qui sont à votre niveau pour avoir que du coup, ce soit important pour lui que vous soyez un client réussi. Donc, tu joues forcément sur de l'émotionnel. Donc, à la fin, l'offre différenciante, elle se joue vachement sur construis plutôt, c'est quoi tes facteurs de légitimité et de crédibilité. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat ? Qu'est-ce que tu peux donner comme garantie ? Plutôt que de vouloir créer un déroulé qui soit plus efficace que, à la limite, copie le déroulé de ton voisin, juste crée-toi une meilleure légitimité et une meilleure façon de communiquer. Et les garanties, tu as des exemples un peu qu'on peut donner ? Ouais, bien sûr. Dans les garanties, effectivement, la garantie la plus évidente, c'est le satisfait ou 100% remboursé, sur lesquels tu peux mettre des conditions, de dire si vous avez suivi tout l'accompagnement, vous avez tout fait et qu'en gros, vous n'avez pas de résultat, 100% remboursé. Ça peut être des clauses de sortie aussi, dire effectivement, en fait, si au bout de 15 jours, tu n'as consommé que 10% du contenu et qu'en fait, ça ne te plaît pas, tu peux sortir. Ça peut être... il y a mille et une façons de mettre des garanties. Ça pourrait être aussi de dire si à la fin de l'accompagnement, t'as pas, de l'accompagnement ou de la presta, t'as pas les résultats, on t'accompagne gratuitement 2 mois de plus, tout en restant bien dans les limites de ce côté OK d'offrir et de bien te backuper, parce que le problème, c'est que tu as aussi des clients de mauvaise foi. Donc, de toute façon, c'est toujours plan for the worst, hope for the best. Ça vaut dans tous les plans de la vie et je trouve que ça vaut vachement dans la relation client. C'est pour ça qu'on dit, faites des contrats. Et ça, c'est un truc hyper important, ça sort complètement de truc, mais si vous créez une offre, mettez en place des CGV, mettez en place des contrats. N'hésitez pas à dépenser de l'argent auprès d'avocats, parce que en fait, baquez-vous. Enfin, vraiment, les mauvais clients, ça existe, les mauvais prestats, ça existe, et soyons toujours vigilants que ça, et donc toujours se poser la question de dire ok, qu'est-ce que je fais dans le pire des cas, comment moi je me backup, et en même temps comment pour les meilleurs clients, parce qu'il va y avoir aussi des super clients pour qui moi j'ai eu le cas notamment j'en ai eu un gros l'année dernière où c'était quelqu'un que j'accompagnais et en plus avec qui j'avais un lien émotionnel très fort, on se connaissait depuis longtemps, et je savais que en prenant mon accompagnement, elle prenait pas un risque financier, mais c'était un gros investissement pour elle. Et 3 mois d'accompagnement et genre vraiment pas de résultat. Genre, on n'arrive pas à vendre l'offre qu'on a créée. Genre, on n'arrive pas. Et je savais que elle, c'était pas de sa faute, quoi. Et en gros, on en a parlé. Enfin, je lui ai dit, en fait, je suis hyper mal à l'aise. Est-ce que tu veux que je te rembourse ? Et elle m'a dit, écoute, non, parce que j'ai appris tellement de trucs que je sais que ça va me servir. Et d'ailleurs, elle a remonté une autre offre pour un autre public et ça marche bien et tout ça. Mais c'était, est-ce que je suis OK de rembourser cette personne? Et là, j'étais complètement OK. À cette époque, j'avais pas de contrat en plus, donc c'était vraiment la confiance. À l'inverse, là, j'ai eu quelqu'un qui a pris l'accompagnement et qui a fait 1 mois et demi, et puis après, il planifiait pas ses rendez-vous. Et du coup, à un moment, il m'a dit, je vais te rembourser. Je lui dis, en fait, t'as pas fait l'accompagnement. Mais je lui dis, non, en fait, à un moment, t'as signé, pardon, mais t'as signé, tu savais dans tout cas que j'ai. En plus, là, pour le coup, il y avait le contrat qui baquait. Tu t'es engagé, tu fais rien derrière. Tu t'es engagé, tu fais rien derrière. Désolé, mais ton problème, en fait. Tu cadeau. Ouais, c'est le dire non. Ça, c'est le gros problème de tout le monde, mais des indépendants aussi. Alors, dire non aux clients, dire non aussi, je sais pas, à certaines sorties quand on a quelque chose à rendre. Apprendre à dire non, c'est le sujet pour tous les indépendants, j'ai l'impression. Ouais, et je pense que là-dessus, il y a quand même, tu vois, sur le dire non, du coup, il y a un énorme sujet à travailler toi sur ce que tu veux pour ta vie, ton business, le respect envers toi-même, envers ton temps, envers ce que t'aimes. De dire, en fait, c'est juste, jusqu'où je suis prêt à aller, quoi. Et si tu bosses pas sur tes limites, t'es pas capable de dire non. Et moi, je prends mon exemple là, mais moi, heureusement que j'ai un mec hyper casse-couille avec moi sur le fait de me dire, t'ouvres pas ton ordi le week-end, t'ouvres pas ton ordi en soirée, ou alors c'est exceptionnel. Parce que sinon, tu ferais que bosser. Ouais, on est au milieu. Oui, mais sauf que du coup, je pense qu'en plus, ça me rendrait malheureuse. Parce que du coup, tu t'enfermes dans un espèce de truc de je bosse, je profite pas, machin. Là où, du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide à poser des limites et à me dire, non, en fait, ça, c'est pas OK, ça peut pas rentrer dans mon temps de travail. C'est non, tant pis. Et puis, je pense que tu apprends aussi, des fois, tu dis oui, puis après, tu t'en mords les doigts. Mais de toute façon, le parcours d'indé et le parcours d'entrepreneur en général n'est fait que de toute façon, t'essayes, tu te plantes, t'as compris que des fois, tu fais l'erreur 2 fois, 3 fois, 4 fois, et il y a un moment, tu fais, en fait, c'est plus possible. Non. Et des fois, c'est dur de dire non à de l'argent quand t'es en galère. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet aussi de noter ses erreurs. La plupart du temps, on va les garder en tête, essayer de les garder en tête.
on va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, pour éviter de refaire les erreurs, c'est les noter. Alors personnellement, moi je les mets sur un Notion, je note toutes Notion, mes erreurs best forcément. Alors c'est erreurs ou apprentissage pro et perso. Comme ça t'évite de les refaire. Tu vois, moi, j'ai même pas ce niveau-là. Mais c'est une très bonne suggestion. J'avoue, je le fais pas du tout. J'ai une autre petite question, moi. Comment tu donnes envie à ta cible de prendre rendez-vous avec toi? C'est une bonne question. Que je n'ai pas préparée, donc en plus je sais pas quoi répondre. J'avoue, ouais. Non, mais c'est une vraie question. Comment je leur donne envie? Moi, je sais par exemple que j'ai un cycle de vente assez long. La majorité, j'ai assez peu de clients qui me découvrent et qui prennent un rendez-vous avec moi. Enfin, ça, c'est à conscientiser aussi, hein, le cycle de vente. Ah, le Très cycle de vente. intéressant, ouais. C'est quoi pour toi long et court? Moi, court, c'est les gens. Alors, le très court, c'est les gens te découvrent, font waouh, prennent un rendez-vous. Idéal, j'adorerais que les gens me découvrent, consomment 2 semaines de contenu et genre se disent let's go. La réalité, je le vois, la majorité des gens viennent me voir, ça fait 4 à 6 mois qu'ils y pensent. Parfois même, ça fait, là je le vois, du coup moi ça fait 2 ans et demi que je me suis lancée et donc ça fait 1 an que mon offre existe. En ce moment, je réfléchis. Non, c'est pareil, j'en ai une qui a signé. Genre, ils sont tombés sur moi, ils se sont dit putain, c'est pile ça. Coup de bol. La majorité, c'est des gens que je connais depuis 1 an et demi. Okay. Et qui ont eu besoin d'eux. Ça, le cycle de vente, c'est se dire que de toute façon, même soi, quoi. Quand on voit une pub, on voit pas une pub, on achète le produit direct, en fait. C'est parce qu'on se fait marteler que. Que les chocos suisses, c'est délicieux et que maman, elles sont où les knackis. Enfin, tu vois, ça qui te fait que tu es au supermarché, tu vas craquer sur tel ou tel produit parce que la pub t'a martelé. Les dernières études là-dessus, j'essaye de temps en temps de lire. Alors, je lis pas les études américaines, je lis des résumés des études américaines, mais j'essaye de rester à peu près au courant. Les dernières études disent que t'as besoin de 12 à 15 contacts avec un prospect pour qu'il envisage de t'acheter. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on le voit, moi j'ai fait aussi beaucoup de pubs sur Meta Ads, etc. J'ai pendant longtemps, je le fais plus du tout aujourd'hui, mais j'ai pendant longtemps fait de la pub. L'effet de répétition, on voit bien que pour augmenter ce qu'on appelle le ROAS, le Return on Ad Spend, donc en gros ton ROI sur ce que tu dépenses sur les ads, tu passes des paliers. Quand les gens voient 1 fois la pub, 2 fois la pub, 3 fois la pub, 4 fois la pub, et tu vois que ton ROAS, il augmente. En gros, les gens, effectivement, plus ils sont exposés, plus ils achètent. Et puis des fois, tu atteins des paliers. Tu as l'impression que t'es au max. Et tu vois, tu te dis, putain, à 8 répétitions, je vois bien quand je monte à 9, 10, 12, là, de nouveau, mon ROAS descend, je suis pas bon. Et en fait, des fois, il faut passer des paliers de, ok, tu avais un palier à 8, et en fait, il faut pousser à 26 pour que tu repètes un autre palier énorme. Et du coup, je sais plus quelle était la question initiale sur le cycle de vente, mais... Ouais, en fait, on était arrivé sur le cycle de vente, mais de base, c'était plutôt comment tu donnes envie à ta cible de... Moi, je donne envie à ma cible. La majorité de mes clients sont venus parce qu'il y a un moment dans tous les contenus que je produis, donc que ce soit les contenus organiques ou des lead magnets, etc., ils me disent tous, je me suis reconnue dans ce que tu racontes. En gros, ils ont tous à un moment eu des trucs de punaise, j'ai lu ça et j'ai fait c'est moi. Et il y a de ça, il y a le fait que je propose beaucoup. C'est le principe de. Moi, je pense que les meilleurs systèmes d'acquisition, c'est des systèmes qui mêlent ce qu'on appelle le l'inbound. Donc, en gros, de la création de contenu, on fait venir le client à soi, et de l'outbound, de la prospection, de sortir de la pub, en gros, aller proposer d'eux. Donc, tu montes ton XP ou alors ta vulnérabilité, entre guillemets, sur peut-être certains points pour ensuite t'aider à vendre ce que tu proposes. Tu vas raconter la réalité de ton client, tu vas donner de la valeur, tu vas donner des tips, tu vas raconter, produire ce que j'appelle des contenus de résonance. Donc, en gros, des choses où c'est pas forcément en résonance avec toi, mais tu vas parler de ton client et ton client va se dire c'est moi. Ouais. Vraiment, moi j'ai régulièrement notamment sur mes posts qui ont cette vocation-là sur LinkedIn, j'ai souvent en commentaire sortez de ma tête, madame. Mais c'est le sujet en fait, c'est de dire est-ce qu'ils se disent c'est exactement moi, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et derrière, c'est par contre d'aller proposer. Genre moi, la plupart des gens qui aujourd'hui sont dans mes accompagnements sont des gens à qui j'ai proposé à un moment de dire mais est-ce qu'en fait, ça ferait sens que je t'accompagne sur ce sujet-là et qu'on en discute
Et comme moi, j'ai mes tarifs qui sont... la plupart de mes tarifs, pas les tarifs entreprises, mais les tarifs solo, ils sont tous disponibles. Si tu vas sur mon LinkedIn, tu les trouves. Les gens savent. C'est-à-dire que si les gens prennent rendez-vous avec moi, ils savent déjà combien ils vont dépenser. Ok. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que moi, je ne veux pas perdre du temps dans des calls. Ça m'arrive encore. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas checké, qui ont réussi. Je ne sais pas comment prendre rendez-vous avec moi alors qu'ils n'ont pas checké mes prix. Et donc, moi, c'est une des premières questions que je pose quand je démarre des appels de vente. C'est, est-ce que tu as vu mon offre ? Est-ce que tu sais déjà laquelle tu voudrais potentiellement acheter ? Est-ce que tu sais combien ça coûte ? Et moi, je ne fais pas de call avec des gens qui ne savent pas... parce que j'assume de dire, aujourd'hui, je n'ai que des offres à étiquette, pas si high que ça, mais mon premier accompagnement, il démarre à 1800 balles. Ok. Donc, en fait, des gens qui étaient là, j'espérais peut-être une offre à 200 balles. À 200 balles, t'as même pas 1 heure de coaching avec moi, en fait. Donc, non, c'est horrible, mais... Non, mais t'as raison. C'est du normal, coup, les 100 balles. Et ton seul tunnel, c'est vraiment que LinkedIn principalement ? J'ai LinkedIn. Moi, j'utilise vraiment les événements comme un tunnel. Je vais de temps en temps faire des press dans des événements. J'essaye d'être speaker. Welcome to Opluo Family. Let's go. La petite phrase. Et du coup, j'ai des lead magnets derrière avec tout ça. J'en ai fait l'année dernière, j'en ai beaucoup moins cette année. J'ai fait de l'acquisition par call mail. Ok. Bête et méchant. J'ai tenté du call. C'est chaud. Hein. C'était pas. J'ai tenté avec quelqu'un, je me suis fait en plus accompagner et tout, j'ai voulu tester. Et moi, c'était pas mon truc très à l'aise. Enfin, j'étais pas dedans. Et il y a des petites surprises qui arrivent pour la rentrée. Les tunnels, les tunnels se multiplient. Les produits se multiplient, les tunnels se multiplient en ce moment. C'est bon, Je ça. travaille beaucoup. À suivre. Exactement. To go on, mais ouais. Mais aujourd'hui, LinkedIn et événements. Ok. Et pour un indépendant qui, par exemple, a du mal... Pardon, et apport d'affaires. Et du coup, beaucoup apport d'affaires. Moi, je suis dans beaucoup de communautés. Ok. Et j'ai mis en place des vrais systèmes d'apport d'affaires. Et donc, en gros, c'est un peu... je rappelle régulièrement aux gens de ma communauté, genre, voilà mes offres. Et si vous me recommandez, il y a 250 balles à la clé pour toi. un accompagnement. Quoi. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. J'avais une autre question, mais finalement, on va aller sur ça, sur l'apport d'affaires. Mm. Comment tu le... Enfin, c'est juste, tu mets un message sur une communauté, et après, qui veut prend et communique autour de soi. Ou alors, c'est vraiment, tu vas échanger avec la personne. Comment tu Ça dépend. gères ça? J'ai des communautés qui sont des communautés d'entrepreneurs où on a été créés parce qu'on a suivi des accompagnements ensemble. Et c'est des accompagnements qui étaient aussi focalisés sur on est là pour faire du biz. Donc, avec eux, 0 pincette. Genre, les gars... petit rappel. T'y vas franco. Quoi. Ouais, franchement, on n'hésite pas. Après, j'ai beaucoup de gens qui sont dans une liste de gens d'apport d'affaires. Et donc, j'en ai discuté un moment avec eux. Et en gros, après, je leur renvoie. En gros, j'ai une petite page d'apport d'affaires. D'ailleurs, qui est en reconstruction totale en ce moment. Parce que tout le système est en reconstruction. Et je leur renvoie et je leur dis, bah voilà, sache que machin, il faut juste... Et en gros, il faut juste que les gens précisent qu'ils viennent de ta part. Et toi, tu touches la com, quoi. Donc ça marche aussi pas mal parce que là je pense que j'ai pas les stats exactes en tête parce que mon outil de stats est cassé sur ce truc là, c'était un truc dans mon Notion et je l'ai pas réparé, mais j'ai 50% je pense des gens qui viennent par reco là dans les gens dans les 6 derniers mois je pense. Et donc l'apport d'affaires c'est un vrai levier, mais il faut que ce soit tout le monde est là. J'ai beaucoup de gens aussi qui arrivent et c'est j'ai fonctionné en bouche à oreille et puis d'un coup ça s'est épuisé. Bah ouais, mais ton bouche à oreille, si tu l'entretiens pas, ouais. ça marche pas. Mais concrètement, du coup, ton apport d'affaires, c'est tu lances cet appel-là dans la communauté et ensuite tu vois comment finalement ça mord et après en fonction d'eux, je veux bien juste que tu réexpliques juste la petite phase au moment où tu dis bah voilà, si vous me mettez en relation avec, comment ça se passe concrètement après? En gros, alors il y a 2 choses. C'est soit, moi ce que je leur dis aujourd'hui, t'as plusieurs façons de le faire. Moi, la manière que j'ai de le faire, mais c'est pas forcément celle que je conseille à tout le monde, c'est que en gros, je dis, si t'entends parler de ça à quelqu'un et que tu m'envoies quelqu'un, en gros, il faut que cette personne prenne rendez-vous. Donc c'est à la personne, c'est à mon apporteur d'affaires de faire en sorte que cette personne prenne rendez-vous. Je veux pas je veux pas. Oui, juste un envoi de contact. Voilà, un envoi de contact, ça m'intéresse moins parce que, tu vois, t'es pas dans le... en fait, ça va me demander encore beaucoup d'efforts. Et moi, j'aime bien quand ça me tombe tout cul dans le bec. Je dis pas que c'est nul, mais c'est possible.
Mais effectivement, tu peux aussi juste demander aux gens autour de toi, de dire est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui seraient intéressés par mon offre et est-ce que tu serais OK de me mettre en relation avec cette personne. Moi, je conseille de mettre un incentive, donc un bonus. Donc ça peut être, moi, je rémunère en argent ou je rémunère quand c'est mes anciens clients, ils peuvent avoir des mois d'accompagnement gratuits en plus ou des séances d'accompagnement gratuits en plus. Et en fait, dans mes apporteurs d'affaires, il y en a qui m'ont demandé, parce que techniquement, comme j'offre 2 semaines, en gros, c'est 250 € ou 2 semaines d'accompagnement. Quand c'est mes clients, mes 2 semaines d'accompagnement valent beaucoup plus que 250 €. Mais moi, quelque part, ça me coûte moins dans le business que me dire quelqu'un que j'ai déjà accompagné, en fait, prendre 2 séances de plus, c'est OK. Moi, je le vois comme un équilibre. Donc, c'est cette question déjà de trouver c'est quoi les bonus que tu peux offrir. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui m'ont recommandé à d'autres et d'ailleurs qui me disaient mais sinon, 250 €, je peux pas plutôt avoir 1 heure de coaching avec toi si tu veux. Grave. Franchement, complètement OK pour moi. Mais ça, il faut établir les conditions de qu'est-ce que tu fais d'eux. Et effectivement, au départ, c'est bien d'en parler. De toute façon, pour tester l'apport d'affaires, c'est bien d'en parler. Moi, j'en parle. J'aime bien les petites soirées d'entrepreneurs où du coup, tu revois tes potes, tes machins, que tu te fais au fur et à mesure. Et tu en reparles régulièrement. Et après, moi, j'ai des listes de diffusion aussi sur WhatsApp. Et dans ces cas-là, je fais un message vocal que je fais comme si c'était... comme si c'était que adressé à la personne, alors qu'en fait, je l'ai pensé pour que ce soit lisible par tout le monde. Donc, je vais dire coucou, je vais juste jamais prononcer le prénom de la personne, donc elle ne sait pas que ce n'est pas que pour elle. Et où je vais dire, pour info, en ce moment, j'avoue, je rentrerai bien des nouveaux clients dans le process. Si tu as des gens, je suis chaud, quoi. En fait, il ne faut pas hésiter à demander. Trop bien. Bah, merci. Et comment tu fais ça pour envoyer sur WhatsApp? Alors, c'est très technique, hein, mais... Non, c'est pas du tout technique. Tu peux créer sur WhatsApp. Ouais. Donc, beaucoup de gens créent des groupes. Ouais. Tu peux aussi créer des listes de diffusion. Ok. Dans les listes de diffusion, tu vois, c'est une fonctionnalité sur WhatsApp. Tu vois pas? Ah non, je vois pas. Ah ouais? Ah non, je connais pas. Mais alors, il faut savoir que c'est un des carousels qui va bientôt sortir que je fais, qui est genre les fonctionnalités. J'en ai ras-le-bol d'expliquer WhatsApp. Genre plein de clients, de potes, de machins qui savent pas. Et donc je vais faire un méga carrousel sur comment utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire sur WhatsApp, parce qu'en fait il y a plein de trucs que les gens savent pas. Ah ouais, c'est fou. Et donc la liste de diffusion par exemple, tu peux mettre des gens, et ce qui est trop bien c'est qu'après tu écris un message et ça leur rend, en fait quand tu mets envoyer la liste de diffusion, ça leur envoie individuellement à tous. Incroyable. Et du coup pour faire des rappels sur ce genre de trucs, trop utile plutôt qu'un groupe qui fait chier tout le monde. Bah ouais, de fou. C'est dingue. Ouais. Bah écoute, j'adore. On va toucher à la fin de cet épisode, mais c'était trop cool, Dorothée. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était trop bien. Ouais, c'était valeur de folie. Donc à ne pas oublier que du coup il y a le petit récap qui sera disponible. À télécharger. Donc à télécharger de la bosse. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour les indépendants qui ont besoin de restructurer leur offre? Un dernier petit conseil ou un dernier mot? Ou même pas forcément restructurer, ou même carrément restructurer en fait. Mais vraiment, merci pour cet apport, Tanguy. De rien, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est du tang-tang. Je te dirais que le mot de la fin, c'est t'as pas besoin que le premier. Je recommence parce que vraiment. C'est pas pire que moi, important. donc t'inquiète. Déjà, t'as pas besoin que le premier jet soit parfait. Genre, c'est normal que ton offre échange, c'est normal que ta cible échange, c'est normal que t'aies envie de faire d'autres trucs. Une offre, elle a pas besoin d'être parfaite du premier coup pour être vendue. En fait, t'as pas besoin d'atteindre la perfection pour que ça se vende, c'est ça qui est magique. De deux, si tu sens que t'as besoin d'être accompagné, venez me voir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Franchement, venez me voir sur LinkedIn et vous allez voir, vous allez tout de suite tomber sur mes pages de vente, ça va être formidable. Trop bien, incroyable. Et en fait, rappelle-toi que, j'ai envie de dire à tout le monde, rappelle-toi que quand tu vends ton offre, tu vends je vais pas réussir à le dire, mais tu vends une solution à un problème en fait. Les gens ont besoin de toi. Genre, sans toi, ils avancent pas. Donc, ou ils restent bloqués dans leurs problèmes. Donc, c'est OK de sortir le portefeuille pour résoudre des problèmes en fait. Et il y a toujours des gens qui ont besoin de résoudre des problèmes à tous les niveaux. Il faut juste après, c'est juste une histoire de calibrage quoi. Trop bien. Super. Merci beaucoup Dorothée. Merci à vous. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Merci d'avoir suivi cet épisode, on vous dit à très vite, prenez soin de vous, ciao.